Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être toujours présente à cette heure qui se fait maintenant tardive pour l'ultime table ronde de ces 2 journées de rencontres. Je voudrais d'abord remercier le Musée d'art contemporain de Lyon, l'École nationale des beaux-arts de Lyon et le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes pour l'organisation de ces 2 journées précieuses. Et puis, je vais me risquer rapidement à quelques remerciements nominatifs. Merci à vous, Isabelle, Elsa, Fanny, Sylviane, Olivia, Yann. J'oublie certainement beaucoup d'autres personnes, mais qu'elles soient aussi ici remerciées. Alors, je suis assez émotif et c'est pour moi une assez grande joie et une émotion dont je voulais parler en tout premier. De vous voir toutes et tous ici réunis, puisque on est amené, partageant une même scène locale, à se croiser assez souvent, à se rencontrer. Des fois, on se perd de vue et puis on se retrouve. Mais il y a vraiment quelque chose ici pour ces journées et ce soir, à présent, quelque chose qui se joue, que je trouve vraiment touchant et intéressant. Voilà. Je me laisse aller à être un peu sentimentale. On parlait juste avant, Anne, tu parlais de génération. Alors, il y a aussi dans l'idée de génération une idée de continuité. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe Tim Ingold qui prend l'analogie de la corde, une corde naturelle tressée. Elle se fait avec des fils qui se suivent de façon inégale, un peu désordonnée, mais néanmoins qui arrive à créer comme ça quelque chose de continu. Et cette continuité, elle crée justement la solidité en fait de la corde, qui tient bien justement par le fait que ces différents fils se tiennent ensemble. Voilà. Alors peut-être je vais arrêter avec l'angélisme et rentrer dans le cœur de cette table ronde en présentant nos intervenants, nos intervenantes. Donc, il va s'agir de répondre aux nécessités de production et d'expérimentation des artistes avec Jean-Philippe Aubanel, cofondateur et co-responsable de Lieux de Relations entre 77 et 82, fondateur et responsable de Base Internationale de 82 à 87. On entendra aussi Agathe Chevalier, cofondatrice et co-gérante de l'artiste Runspace Monopole depuis 2020, Benjamin Collet, seconde génération de l'atelier et artiste Runspace Sumo en 2011, Simon Fédieux, cofondateur et co-responsable de l'artiste Runspace Bikini depuis 2011, de l'atelier Lameds depuis 2012 et du projet ZZ Studio ou Zizi Studio, je ne sais pas comment on le dit. C'est l'institutionnalisation peut-être. Activité d'exposition de 2017 à 2021 et de PB City depuis 2022. On devine le profil hyperactif. On entendra aussi Magali Meunier, fondatrice et directrice de l'association Studio Ganek depuis 2019, et Omar Tougide, résident permanent et administrateur de l'association Friche Artistique Lamartine depuis 2012. Pour ma part, je suis Xavier Julien, je dirige le Centre d'art de Vénissieux. Je suis aussi coprésident d'ADEL et je fais partie du CA d'Accra. Je suis très attaché à la scène locale puisque j'ai fait une bonne partie de ma vie ici. C'est ici que j'ai découvert l'art à travers la Biennale d'art contemporain. Je ne dis pas quelle année, ça fait trop mal. Et j'ai également travaillé 10 ans dans ce lieu. Peut-être que ça participe aussi de mon émotion. Alors, on va organiser un petit peu cette rencontre en 2 parties. Je vais d'abord vous proposer, alors je vais vous nommer successivement, il y a un ordre aussi pour que ça corresponde au diaporama des images. Donc chacune et chacun à votre tour, je vous inviterai à présenter votre structure, votre collectif, vos expériences de fondation ou de gestion de ces instances, mais aussi un petit peu votre parcours personnel en lien avec ces collectifs ou ces structures dont vous avez eu la gestion ou que vous avez créé. Tout simplement parce que, et je pense que ça on en parlera beaucoup dans la deuxième partie de la table ronde, il y a quelque chose d'éminemment intriqué en fait
entre les parcours personnels et la création de dynamiques collectives, de dynamiques qui s'inscrivent dans un écosystème de l'art. Alors, l'honneur vous revient, Jean-Philippe Aubanel, de commencer à présenter ce que vous avez fait avec Lieux de Relations et Base Internationale à la fin des années 70 et au début des années 80. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer ce micro sans fil qui sera plus facile de vous passer entre vous. L'acoustique est déplorable, hein, non? Toujours? C'est mieux? C'est mieux quand je parle pas, c'est ça? Est-ce qu'il faut que je dise quelque chose là? Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez vous présenter rapidement, parce que je crois qu'on est nombreuses à vous connaître. L'autopromotion, non, on en a eu là, ça suffit. Alors, bon. N'en rajoutez là, pas. On est là pour parler des lieux qui sont nés dans les années 70, qui sont terminés à fin des années 80, et des expériences qui n'ont pas forcément fait de petits, mais qui ont généré plein de rencontres, à la fois régionales, nationales, et par l'intermédiaire de mon camarade Van der Borck, qui allait très souvent à Berlin, avec il dépendait de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et il ramenait des camarades berlinois qui, à l'époque, vivaient dans l'enclave, entourés par le mur. Donc, à l'époque, ce sont des gens qui étaient payés par Berlin-Ouest pour rester dans la capitale. On leur payait leur atelier et tout. C'est pour ça, tout à l'heure, les jeunes parlaient d'atelier. C'était vraiment... c'était une belle époque, quoi. Je fais comme il y a eu avant, là. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai passé mon diplôme avec un an avant Christian Van der Borck. Mon travail commençait par une série de peintures qui s'appelait Oedipe en solex, Oedipe sans complexe. Et mon ami Van der Borck, l'année d'après, a passé son diplôme en appelant son diplôme le diplôme. Bon, voilà. C'est très, très premier degré, mais c'est comme ça. On a loué un petit local au 17 rue Burdeau et on a eu la chance tout de suite, comment dirais-je, de rencontrer Jean Debrenne. Jean Debrenne qui a été très important pour nous. Il nous a payé les envois des invitations, il nous a prêté les photocopieuses, il nous a souvent donné un peu de sous et nous, on payait les loyers de temps en temps. Disons qu'on s'arrangeait pour ne pas avoir à demander de subvention, ce qui n'est pas le cas après pour la deuxième partie. On a exposé à peu près 70 artistes. J'ai entendu tout à l'heure toute une série de gens qui disaient on a exposé ci, ça. On a participé 2 fois au festival de performance. Il y avait Orlan, il y avait Monsieur Besacier qui est là d'ailleurs. Orlan, à l'époque, on l'appelait la Merformance parce que ça nous faisait plaisir de l'appeler comme ça, quoi. Donc elle initiait des choses, quoi. On a fait, comment vous dire, c'est compliqué. Là, il y a un texte qui nous avait réunis avec Christian, c'est un texte de Pierre Gaudibert, le fondateur de l'Arc. Et dans les années 67-68, il avait écrit un petit texte qui disait, voilà, face à des certaines, voilà. Voilà, ça c'est le catalogue de Lieufi. La récupération, c'est ce mouvement social par lequel une agressivité qui se veut subversive se trouve apprivoisée, édulcorée, émasculée, assimilée, digérée par l'idéologie et la culture dominante. L'œuvre d'art voit ses griffes émoussées, ses dents élimées. Elle devient spectacle, marchandise, décor, gadget culturel, icône inoffensif, foyer éteint.
elle cesse d'être active, de dégager sa charge de déflagration. Nous, on aimait bien le jeu, on pensait que le milieu de l'art pouvait être encore un milieu où on pouvait jouer. Mais quel jeu on proposait aux gens qu'on invitait? On avait la sensation que l'art classique normal de l'époque était que les petits malins proposaient des nouveaux objets qui allaient s'insérer dans les circuits de l'art. Ils s'imposaient comme art, donc ils transformaient encore la définition de l'art. On trouvait ça dérisoire à l'époque parce que déjà à l'époque, on trouvait qu'il y avait trop d'artistes. Donc maintenant, ça je raisonne comme un diplodocus, mais là maintenant il y a pléthore. On jugeait que le milieu artistique était vraiment très encombré. Donc on s'est dit, on va proposer un endroit où on peut montrer, accrocher, faire des performances, faire de la musique et intéresser un public. On avait un public plutôt sympathique, plutôt d'aficionados, comme on dit. Par contre, on ne vendait pas. J'en profite pour rendre hommage à notre cher Guillaumont, qu'on a pu exposer. Je rends hommage aussi à, peut-être que les gens ne s'en rappellent pas, à Marie Bourget, qui nous a quittés, je crois, il y a 8 ans déjà. Son travail est présenté dans une galerie lyonnaise, d'ailleurs. Je rends hommage aussi à Oviette Bettemont, qui nous a quittés, elle, il n'y a pas longtemps, et qui a toujours été un soutien critique vis-à-vis de ce qu'on proposait. Qu'est-ce que je voulais dire encore? On a quitté la Croix-Rousse. On avait trouvé un texte de Pierre-Joseph Proudhon. Et Pierre-Joseph Proudhon, il nous avait étonnés parce qu'il proposait, bien sûr, ça s'est jamais fait, une exposition perpétuelle. J'invite mes camarades, d'ailleurs, j'ai noté « Théorie de la propriété, projet d'exposition perpétuelle » de Pierre-Joseph Proudhon. Le texte est remarquable, mais n'a jamais vu le jour. On avait aussi, évidemment, butiné de côté de Saint-Simon et de Fourier. Ça n'a pas donné grand-chose, mais on voulait jouer, quoi. On voulait jouer et on y est arrivé. D'accord. La deuxième partie, je peux terminer, non? Oui. La deuxième partie, c'était base internationale, 4 juin. On était avec les frères Jaget. L'aîné écrivait dans l'IB à l'époque. Le frère était photographe et on a eu des discussions passionnées avec un certain Isaac Joseph. J'espère que certains d'entre vous le connaissent. Un sociologue de la ville, star de l'école de Chicago. Et lui, il était très critique envers tout ce qui se passait dans l'art moderne, dans l'art contemporain. Ça va, il faut que j'arrête. J'arrête. C'est parfait. Merci beaucoup. On y reviendra. Il y a une dimension assez intéressante qu'on amorce ici, c'est des questions de positionnement, en fait, par rapport aux politiques culturelles, à une époque donnée aussi. Il faudrait ajouter que dès le départ, on pensait que la relation avec l'institution était carrément toxique. Je l'affirme haut et fort. C'est assez clair. Pour simplement resituer un tout petit peu Pierre Gaudibert, que vous avez cité, Jean-Philippe, donc Pierre Gaudibert, qui a été directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris, où il a participé à la création de l'Arc, et ensuite qui a été directeur du musée de Grenoble. Et à Grenoble, il a également participé à la fondation du magasin, Centre national d'art contemporain. Oui, c'était un peu plus tard, je crois. Ouais. Très bien. Pardon. Alors, du coup, sur le même principe, en se limitant un petit peu sur le temps, on va continuer notre tour de table avec Omar Tougid, si tu veux bien prendre la suite. Merci. J'ai oublié la question de base.
Alors, elle est très simple et très ouverte, de présenter rapidement votre parcours et le collectif dans lequel vous vous investissez, comment les deux sont imbriqués et comment fonctionne ce collectif, le présenter assez rapidement. En combien de temps? 6 minutes. 6 minutes. Alors, je vais commencer par vous dire ce que je ne vais pas vous dire. Je suis un artiste de rue, donc mon terrain de jeu, c'est la ville. J'ai été chassier. Je suis un artiste de feu actuellement, je fais des spectacles de feu. Je suis un clown. J'adore avoir cette capacité sociale et même cette utilité sociale d'être payé pour empêcher la quiétude des gens, les empêcher de dormir. C'est un peu ça ma réalité, qu'elle se passe au carnaval de Nice, au carnaval de Saint-Georges, ou sur tous les spectacles que je fais. Je suis aussi danseur. Je pratique beaucoup j'ai beaucoup pratiqué la capoeira, un art de combat entre danse et combat. J'ai aussi beaucoup pratiqué des pratiques somatiques, danse, contact, improvisation autour du BMC. Donc ça m'a amené à certaines consciences du corps et ça m'a amené vers des pratiques de performance. J'adore aussi plein de terrains sur lesquels je suis pas attendu professionnellement, donc vu que je suis pas payé, donc j'ai la liberté de faire beaucoup de choses. Donc dans le travail de l'écriture, sous la forme d'écriture de slam, d'essais sur des nouvelles, et aussi sur la vidéo. Voilà, ça c'est un peu mes terrains de jeu. Et voilà, je pourrais dire plein de choses, mais on n'a pas le temps en vérité. On n'a juste pas le temps. Pourquoi j'ai rejoint un lieu comme celui que je vais vous présenter? Parce que c'est pas un lieu, c'est un processus qui s'étale sur 25 ans, qui a commencé pour moi en 2003, donc une année de canicule encore, autour d'un lieu assez emblématique qui était les usines Berlier, donc 70 000 m² d'usines RVI. On est sur la fin du rêve industriel en France. Et ça devient le terrain de jeu d'une bande d'Indiens, d'Apaches urbains. Et c'est assez incroyable ce qui peut se passer dans ces lieux-là, parce qu'on a 70 000 m² de liberté, un lieu qui est une ville dans la ville et un lieu dont les agents de la ville n'ont pas les clés. C'est-à-dire que le maire ne peut pas rentrer dans ce lieu-là sans nous demander notre permission. Donc, on développe un espace de réalité, J'aurais voulu... Ah ben c'est cool. Elle bosse vraiment bien. Un espace de liberté, mais c'est un lieu brut. Donc il fait froid en hiver, on crève de chaud en été. Si on n'est pas présent dans son atelier pendant 3 mois, les pigeons viennent réinvestir cet espace-là. Mais on a la possibilité de faire des créations énormes parce qu'on dispose de salles de 3000 m². On récupère des bus TCL pour faire nos espaces. J'ai mon premier atelier, c'est un atelier de 500 m². Alors je deviens l'accueillant de tous les gens qui ont construit des projets pour la Biennale de la danse. Je récupère des centaines de costumes, une vingtaine de frigos, toute cette histoire-là. Et c'est une histoire magnifique. Peut-être que vous achèterez le livre que je vais écrire dans bientôt parce que j'ai rencontré plein d'éditeurs ici. Ou peut-être que vous viendrez voir l'expo qu'on fera ici dans 2 ans, ici au MAC peut-être. Voilà, c'est en cours, ça se discute. Mais c'est une histoire folle et c'est une histoire de liberté sur un terrain conservateur parce que, on l'a dit plusieurs fois, Lyon, le saucisson lyonnais ficelé dans plein de certitudes, c'est très complexe. Cette histoire se termine quand même avec la vraie puissance, celle de l'argent, et ça se termine pour nous par un incendie. Et on quitte nos lieux entourés par la police municipale pour récupérer nos maigres affaires. C'est une expérience qui est très violente, surtout pour ceux qui ne faisaient pas partie de cette population qui était une population de contestataires, qui n'allait pas organiser des expositions, mais plutôt des manifestations. Il y avait des gens comme ça. Et va naître une nouvelle expérience qui s'appelle celle de la Friche Lamartine, où après avoir quitté une plaine de 40 000 m², parce que la partie sud de la Friche RVI se développe pour le projet de la SEPR, la Société du Rhône. Et là, on est sur un entonnoir sociologique
On n'a plus toute la frange des punks à chiens, des anti-tout. On n'a que des artistes qui sont dans la production, la création artistique. Et on est dans un lieu un peu plus petit, sur 3 niveaux, avec un espace central, une architecture qui permet des réunions, et ça devient une ruche. Une ruche où on est arrivé après une campagne de diabolisation. Les gens du quartier où on allait arriver dans la friche Lamartine ont même créé un comité anti-friche. Et ce comité anti-friche va être retourné par la première ouverture qu'on fait en 2012 par un rendez-vous de l'atelier organisé par la MAPRA. Et là, le lieu de perdition qu'ils pensaient trouver, en fait, ne ressemble pas du tout à ça. Ils voient un centre d'art. Ils voient les plasticiens ont joué le jeu, Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Vous voyez certaines images, on est dans cette période-là, avec Patricia Montegano, Xu Feng, des graffeurs, des plasticiens, et on passe de lieu des pestiférés à le lieu de la fierté. L'adjoint à la culture du 3e est fier de nous avoir dans son arrondissement, et on se rend compte qu'en développant, parce qu'on est un lieu non ERP, on peut pas accueillir le public, donc on fait un festival à l'extérieur, festival qui s'appelle Lamartine à la plage, où tous les acteurs s'investissent énormément, et il y a une dimension un peu familiale. Donc il y a les pirates qui viennent de chez nous, mais il y a les parents et tous les petits pyjamas qui les accompagnent, et ça devient un lieu assez vivant. Et on se rend compte que notre pratique artistique devient un atout électoral. On est une puissance électorale parce que les voisins nous aiment, donc nous bichonner, ça devient important. Cette histoire se termine en 2019 et on devient un archipel dans la ville. Donc 3 lieux, 2 dans le 3e, pas loin de l'IAC. Donc vous connaissez l'IAC et donc vous savez que vous n'êtes pas loin de 2 lieux de la friche. Et un 3e qui est dans le 7e, qui est l'ancienne Gourguillonnaise. Et donc on réunit quasiment 3000 mètres carrés. On compte à peu près 2500 usagers du lieu, entre 150 adhérents permanents, des adhérents occasionnels, parce qu'on développe beaucoup la mutualisation, c'est un peu une de nos valeurs, et des adhérents visiteurs, un peu moins de 2000 personnes sur l'année dernière. Je pourrais vous parler de notre organisation démocratique et horizontale, mais j'aurai pas le temps. Non, mais on pourra y revenir après, c'est intéressant. Puis là, il y a même une boucle temporelle qui s'est faite. C'est intéressant aussi de voir les motivations, de voir aussi les contextes qui sont changeants. Jean-Philippe, vous parliez du nombre d'artistes. Ça peut faire débat, mais en tout cas, vous l'avez évoqué comme ça, en marquant une différence entre cette époque et celle-ci. Oui. Omar, il y avait cette question aussi du réaménagement urbain, des politiques de la ville, des quartiers et des bâtiments industriels aussi qui trouvent d'autres usages et qui du coup offrent des opportunités dont on vit encore un petit peu aujourd'hui, même si on n'est bien sûr plus dans l'explosion de ces espaces disponibles. Alors on va poursuivre avec Benjamin Collet, si tu veux prendre la suite, pour nous parler de toi et de Sumo. Alors, moi, j'ai tenu à préciser du coup sur la microbio me concernant seconde génération, parce que c'est vraiment le cas. C'est un lieu qui est né un peu par hasard, l'atelier Sumo. À savoir que c'est d'abord SK Records, c'est-à-dire Nicolas Fenouillat et Nicolas Poisson, Bertrand Lacombe et Sophie Dejode, en fait, qui cherchaient un lieu de travail et un lieu de vie surtout pas cher. Donc, dans un premier temps, ça a été rue Terme, et ensuite, ils ont trouvé Passage Gonin, ce local au cadastre, et qui était à l'époque 666 € pour à peu près 500 mètres carrés. Donc c'était là l'occasion d'avoir une grande coloc et un lieu de travail, mais qui était vraiment un lieu de travail informel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'exposition, pas d'atelier, tout était à refaire, il n'y avait que l'eau courante. Et j'insiste sur seconde génération, dans le sens où moi, quand je suis arrivé, il y avait l'électricité. Il faisait quand même froid, mais il y avait l'électricité, il y avait l'eau chaude, l'eau froide, il y avait un lieu, des toilettes, chose qu'il n'y avait pas au début. Donc voilà un peu pour l'historique rapide de ce lieu. Moi, j'y suis arrivé en 2010 pour stocker tout ce que j'avais produit aux Beaux-Arts. Et c'est vraiment en 2011 où en fait, je m'y suis installé en tant qu'artiste avec une pratique dans le lieu. Simon m'y a rejoint, Lisa Duroux, Samuel Moncharmont aussi.
Et c'est à partir de là, en fait, où cette seconde génération s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ce lieu qui était à la fois un lieu de production et qui pouvait aussi devenir soit un lieu de fête, soit un lieu d'exposition, enfin qui pouvait s'ouvrir au public. Et donc, petit à petit, avec les moyens du bord, on a fait en sorte que le lieu devienne, pas se professionnalise, ce sera un grand mot, mais s'organise, en fait. Et soit identifié. Et moi, je pense que c'est vraiment Lisa Duroux et Simon qui ont vraiment lancé cette initiative des expositions au début. Et puis ensuite, sur le territoire de la région Rhône-Alpes, c'est eux qui ont lancé aussi des appels avec les ateliers à Clermont, qui est un lieu autogéré d'ateliers d'artistes. Et donc, où il y a eu des expositions de nous chez eux et de eux chez nous. Et donc là, a commencé à se mettre en place, ça correspond à peu près à l'arrivée des graphistes de services local dans le lieu. Et qui du coup, pour identifier le lieu, on a commencé à mettre en place une vraie communication visuelle pour faire en sorte que voilà, le lieu soit identifié comme un lieu de production et d'exposition occasionnelle. Et il existe toujours, et le loyer est absolument abordable. L'idée étant à chaque fois justement de favoriser quand quelqu'un partait, comme moi par exemple, qui était plus ancien, de prendre quelqu'un idéalement qui sorte de l'école. Parce qu'en fait, finalement, sur Lyon, ce qui manquait, moi, quand je suis sorti, c'était un lieu de travail, en fait. Même s'il y faisait très froid, j'avais au moins un lieu de travail. Et donc, voilà, c'est resté aujourd'hui, et c'est vrai que souvent, quand un ancien ou une ancienne part, c'est plutôt quelqu'un qui sort de l'école, qui peut s'emparer du lieu avec les autres, et se faire un peu les dents sur ce que ça veut dire que, en fait, travailler tous les jours dans un atelier et dans un collectif. Et c'est à peu près tout ce que je pourrais dire sur le lieu, je pense. Voilà, c'est une table ronde méta où on se regarde, se regarder. Alors, et voilà, je pense qu'on pourrait revenir, enfin, je ne sais pas si sur des choses plus spécifiques du lieu ou l'économie du lieu, l'organisation du lieu, mais. Ouais, tout à l'heure, effectivement, j'aurai une question. On finira notre tour, mais on y reviendra sur comment les expériences dans certains lieux nourrissent la création d'autres lieux. Pour le coup, ça a été mon cas, vu que je suis parti sur Paris et j'ai intégré un lieu qui s'appelle Le Wonder, qui est un lieu qui fait 3000 m², qui est du coup beaucoup plus grand que celui-ci à Lyon, et où en fait le principe est le même. Des artistes ou des artisans d'ailleurs, ils vivent ou ils travaillent, ou les deux, et à des loyers vraiment, vraiment modérés. C'est vraiment très peu cher, et où tout est mis en commun. C'est-à-dire que le parc machine est mis en commun, les loyers servent à payer effectivement les fluides, mais à investir pour acheter une panneauteuse, une scie à panneaux, fabriquer une fonderie, ce qui a été le cas là cette année. Voilà. L'idée étant pas de faire de l'argent, à chaque fois tout est réinjecté en fait pour faire que le lieu puisse obtenir un parc machine plus conséquent et que les artistes puissent travailler dans des conditions meilleures. Voilà. Merci. Effectivement, c'est vraiment intéressant parce qu'on a quelque chose de très tissé, d'un petit peu invisible, mais qui existe entre ces différents lieux. Des fois, certains disparaissent, parfois on les oublie un petit peu, il y en a d'autres qui émergent. Ils se déplacent, souvent, on l'a déjà vu, ça arrive assez fréquemment. Le Wonder, je crois que c'est le 3e lieu. Au départ, c'était l'usine historique Wonder, ou 2e. Le Wonder, c'est le 5e lieu. C'est le 5e lieu. C'est le 5e déménagement et grosso merdo, c'est 100 000 € par déménagement. Quoi. Donc, ouais. Ouais, pour dire les chiffres en fait, et donc on n'a aucune subvention quelconque. Quoi. On n'en veut pas d'ailleurs, parce que en fait, le problème des subventions, c'est que en tout cas, on n'utilise pas les subventions pour le fonctionnement. Parce qu'en fait, du coup, on devient dépendant. Non pas que ça nous gêne d'être dépendant, mais c'est juste que si un jour, en fait, ça se passe mal et qu'on n'a plus ces subventions, en fait, ça ne tourne plus. Donc, toute subvention est réinvestie. Nous, par exemple, on les réinvestit uniquement dans les résidences internationales. C'est-à-dire que c'est un budget qu'on utilise pour faire venir des artistes d'un peu partout pendant 1 mois, avec un budget de production, un logement, des frais, etc. Mais c'est une affaire complexe, les lieux de travail à Lyon, à Paris, n'en parlons pas. Quoi. Oui, puis on voit aussi qu'avec ce renouvellement urbain, dont on parlait un peu juste avant aussi, les lieux sont constamment repoussés. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a le Houloc à Paris qui a déménagé aussi.
Et à chaque fois, je fais un aparté assez bref, hein, mais à chaque fois, c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, ces lieux, en tant qu'artiste, vous les investissez, vous les sauvegardez souvent, vous les préservez, vous les assainissez, vous les aménagez. Et effectivement, l'occupation, on sait qu'elle sera temporaire et qu'un jour, il faudra probablement déménager. Ouais, ce qui est notre cas à peu près tous les 4 ans, en fait, ouais. Pour l'instant. Le temps d'être installé, quoi. Alors, est-ce que Simon, tu veux prendre la suite ? Bonjour. Donc, je revenais sur le visuel d'atelier que tu as choisi, parce que bon, je ne savais pas que tu avais choisi le visuel, donc je m'y vois, ça me fait marrer. Mais surtout, j'en profite pour une petite pensée à Samuel Moncharmont, qui est décédé depuis. Alors, donc moi, je vais me concentrer sur la présentation de l'association Bikini. Pardon, là, ça ira mieux. Ouais. Donc, pour la mettre en perspective, donc moi, j'ai assisté au colloque hier, notamment matin, avec les structures qui présentaient notamment la salle de bain ou Néon. Et c'est important par rapport à la création de Bikini de saisir que autant ce que vous avez entendu sur la création fin 90, début 2000 de ces lieux-là, Bikini, ça arrive à peu près 10 ans après, donc c'est d'autres situations économiques. Moi, j'ai eu la chance de me former à Néon en y bossant dans un contrat aidé pendant 2 ans. Et en fait, quand on a créé Bikini, on était donc 2 couples, dont Noémie Razurel, qui travaillait à l'époque pour la salle de bain, Marie Bassano, qui travaille à la galerie Tator, et aussi avec Hugo Pernet, artiste peintre et poète. Et en fait, ce qui nous a permis d'envisager, de développer, je pense, cette association, c'était aussi donc l'expertise ou la professionnalisation que nous avait permis ces associations. Olivier Vadreau, fondateur de la salle de bain, disait qu'il avait fait ses armes au consortium d'un stage de 2 mois qui s'était transformé en 2 années. Et en fait, c'est vrai que pour nous, les associations en tant qu'artistes, c'est aussi, ou en tout cas à cette époque-là, l'opportunité de trouver un cadre pour se former sur des questions de professionnalisation qui pouvaient avoir trait à des aspects de production, de logistique, de médiation, de communication. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de la scène artistique dans la diversité des acteurs qui ont eu cette expérience. Donc je pense que c'est assez générationnel également. On ne s'est pas formé dans les musées, on s'est plutôt formé dans ce type d'initiative plutôt autogérée. Et quand on parle de liberté, d'indépendance ou autre, elle est toujours relative. Benjamin parlait justement du refus de s'aligner sur un fonctionnement ou d'espérer la reconduction d'un fonctionnement. Alors on n'est pas totalement indépendant, mais c'est vrai que la plupart des structures, je pense, qui sont ici, se sont toujours méfiées en fait de créer un salariat qui est un impératif humain, c'est-à-dire qu'il faut sauver les emplois. Et alors parfois on peut en créer, donc ça c'est génial, mais pour certaines structures, en tant qu'artist run space, donc c'est un terme qui est un peu en vogue depuis en France une dizaine d'années, mais en fait c'est des expositions dans des ateliers qui parfois ne sont plus restés des ateliers. Donc ça c'est aussi une distinction peut-être de Bikini à sa création. C'est que en fait, on l'a toujours considéré comme un lieu où on pouvait accueillir des artistes. Donc, c'est aussi une manière d'habiter le territoire. Voilà, moi, je suis resté à Lyon, j'ai étudié aux Beaux-Arts de Lyon. Et donc, plutôt qu'aller au-devant d'artistes qui m'intéressaient en me déplaçant, donc, on a plein d'amis qui, à l'époque, partaient à Berlin. Ensuite, il y a eu un engouement pour Bruxelles ou Porto. Enfin, voilà, ça se déplace. Il y a des lieux qui sont très attractifs. Et donc, dans ce choix, pour ma part, de rester à Lyon, je trouvais intéressant de faire venir des gens dans un premier temps, mais aussi de participer à une scène pour que les gens restent et s'y investissent, dans l'idée d'être un acteur, pas simplement un habitant, artiste dans son atelier, mais aussi d'interagir avec la diversité de l'écosystème dont on parlait. Pour Bikini plus particulièrement, en fait, ça s'est créé donc
suite à une visite du Cap Saint-Fond pour un vernissage. Donc on était tous les 4 et je sais pas pourquoi, parce que j'y vais rarement en transport en commun. Donc je sais pas, je revenais de Perrache et on est passé rue Auguste Comte devant une boutique d'antiquaire. Et en fait, on est tombé sur le volume là que vous voyez dans le diaporama. Et donc c'était parmi des meubles, des lampes. Enfin voilà, c'était pas identifié comme une sculpture. Et en fait, on était assez intrigués pour rentrer parce qu'on savait pas si c'était justement un prototype de design, une sculpture d'art minimal. Et en fait, ça nous a tellement intrigués qu'on a eu l'opportunité de récupérer un petit local sur un temps assez court, négocié à l'amiable avec un particulier propriétaire. Et en fait, on a présenté cette pièce sans savoir sur quelle face ou dans quelle configuration la montrer. Et ça nous intriguait de se réunir autour de l'amour de proposer une forme sans forcément pouvoir rayonner par la qualité de son invitation. En disant, ben voilà, on a fait venir un artiste français ou suisse ou allemand. Voilà, c'était assez sincère. Et de manière paradoxale, en fait, mettre au cœur l'expérience de l'œuvre d'art tout en étant en vitrine. Et justement, pour éviter ce salariat ou même un bénévolat qui serait peut-être trop épuisant s'il y avait une permanence. En fait, on a discuté avec un couple de graphistes, Olivier Huse et Bossa, qui travaillaient déjà à l'époque pour la salle de bain et qui ont participé à l'identité graphique de pas mal de lieux en art contemporain ou à des publications de catalogues, notamment le prix Champagne pour le catalogue du Gentil Garçon, meilleur catalogue de France. Enfin, je ne sais pas si c'est l'intitulé, mais le prix Champagne en tout cas. Et ils ont proposé une variation sur la mise en page du modèle InDesign. Et donc, vous voyez, l'encadré avec la croix serait le visuel qu'on retiendrait de l'exposition, avec cette idée de concevoir de manière empirique un catalogue où le graphisme se ferait de manière, avec une identité propre à chaque livret. Et donc, plutôt que réunir une somme à la fin d'une activité pour penser le catalogue, essayer de baisser les coûts, à tout faire au fur et à mesure. Donc, c'était dans une économie la plus minimale possible. Le nom de Bikini, ça vient, c'est une ironie par rapport à l'atoll Bikini, qui était un lieu d'expérimentation d'essais nucléaires d'après-guerre. Et le terme bikini est assez grivois, parce qu'en fait, ça vient d'une réclame française, un jeu de mots vraiment naze, sur bikini, c'est une bombe anatomique. Donc, c'est de l'humour français. Le terme du maillot vient d'un créateur français qui vendait les maillots dans des boîtes d'allumettes à l'époque. Merci pour ça. Voilà. Donc, je précise par rapport à Atoll, parce qu'on était hors presqu'île. Donc, l'atoll, ce sont des petites îles réunies. Et en fait, on est intéressé par l'idée de 2 pièces et de valoriser autant une œuvre d'art qu'un texte, qu'un auteur. Surtout, alors, ça coïncide pas exactement, mais on a parlé d'Accra, qui joue un rôle de réseau. On a peut-être oublié de mentionner tout à l'heure Adèle, surtout si on parle de Lyon, parce que c'est un réseau associatif non institutionnel. C'est vraiment des forces vives. Alors, si on parle beaucoup des artistes, c'est important de voir aussi l'engagement bénévole, non salarié, d'acteurs assez divers, que ce soit des galeries privées, des institutions, des associations, des artistes. Voilà, donc je vais essayer d'enchaîner. On peut. Non, mais sinon, est-ce qu'on marque une pause Oui, ou peut-être on pourrait parler de ça par rapport au réseau des lieux. Oui, ouais. On pourra y revenir alors, dans ce cas. Et là, il était temps de donner la parole à Magali Meunier. Merci. Merci. Donc je suis Magali Meunier et je vais repasser par ce que tu nous as demandé au départ de parler un peu de soi parce que j'ai l'impression que ce que je fais aujourd'hui résulte de tout un tas de structures par lesquelles je suis passée et que j'ai eu la chance de découvrir et y travailler. Au départ, moi, j'ai fait une école d'art à Chalon-sur-Saône, qui est une école d'art qui m'a beaucoup apporté et qui m'a apporté quasiment toute la vie professionnelle que j'ai pu ensuite découvrir. C'est quand j'étais à Chalon que j'ai fait un stage avec la salle de bain à Lyon parce que Olivier Vadreau était un intervenant et j'ai été pendant un temps co-directrice de la salle de bain en termes bénévoles.
Je vous dis ça aussi parce qu'en fait, c'est un paysage et non écosystème. Tout à l'heure, Marie-Claude Jeune me reprenait sur le terme écosystème et préférait le terme de paysage. On est dans un paysage de l'art contemporain qui est très petit au niveau national et encore plus local. De fait, enfin, c'est pas une critique en soi, mais ça veut dire aussi que, en effet, nous nous connaissons plutôt, plus ou moins, et à différents moments. On se rencontre, on s'oublie un peu, puis après on se retrouve. Donc j'ai travaillé avec les uns, les unes et les autres dans différentes structures. L'école d'art. Ensuite, je suis passée par une galerie, il y a eu plusieurs galeries à Paris. Et puis, je suis arrivée à Lyon en 2014 pour travailler à l'Institut d'art contemporain, où j'ai commencé à découvrir cette scène lyonnaise que je ne connaissais pas. J'ai enfin découvert Sumo 2 ans, je pense, après être arrivée. Je me suis dit, mais la vache, c'était bien caché pendant 2 ans. Et tu vois, tu me rassures en me disant, oui, on a commencé à travailler sur la communication à un moment donné. J'ai eu accès tardivement à cette structure. Et puis ensuite, je suis partie de Lyon pour y revenir en 2019 avec cette idée d'avoir pu découvrir différentes typologies de structures, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient associatives, non-profit ou institutionnelles, avec une gestion d'une collection. Enfin, c'est des typologies de structures assez différentes. Et moi, j'avais envie de travailler avec les artistes. J'adore la production. Je pense que le travail d'un artiste, en tout cas, moi, j'aborde le travail d'un artiste par le biais de sa production. J'ai besoin de comprendre les processus, j'ai besoin de comprendre comment les choses sont faites, et j'adore discuter avec elles et eux de cela. Et donc, je suis revenue en me disant, bon, j'aimerais bien créer un truc où je puisse travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler. J'aimerais bien essayer de rassembler différents acteurs et actrices, privés et publics, institutionnels ou non, pour essayer de faire des projets qui pourraient prendre un peu d'ampleur. Un peu d'ampleur parce que je l'avais vu en travaillant à l'IAC, par exemple. Les artistes qui ont une exposition personnelle à l'IAC ont ça demande de l'ampleur, ça demande une ampleur je veux dire une ampleur, un nombre de pièces, un budget pour pouvoir faire ces pièces et donc un paysage autour de soi qui aide à produire ces pièces. Et je me disais, mais comment ils font les artistes qui n'ont pas de galerie? Comment ils font les artistes qui n'ont pas de studio manager, d'assistants ou d'assistantes? Comment ils fabriquent des choses, des projets? Comment on sort de l'atelier pour produire? Et donc ça a commencé comme ça, en tout cas, cette idée de pouvoir assembler différentes personnes autour d'un projet artistique. Et puis je me suis rendu compte aussi, avec ces expériences associatives, que ce soit à l'IAC, l'Institut d'art contemporain, qui est une association et qui est une association qui est bien ancrée sur le territoire, mais avec des questionnements économiques et budgétaires au niveau du fonctionnement et des demandes de subventions qui sont, quelqu'un en parlait cet après-midi, qui sont demandantes et qui me semble, sont de plus en plus demandantes en termes d'écriture, en termes de pensée d'un projet avant de le faire, et puis d'accompagnement non plus en fonctionnement, mais en projet. Et ça, ce truc du projet, on l'a critiqué quand on préparait cette table ronde et j'aime bien le critiquer. C'est un terme que j'emploie tous les jours et que je déteste parce que ça veut rien dire, mais on est dans une culture du projet. Donc il faut produire des projets, penser, écrire, pré-penser. Et tout ça, en tout cas, ça voulait dire que de ne pas penser en termes de fonctionnement, mais en termes de choses qui s'assemblent les unes après les autres. Et il s'est passé plusieurs projets avec Studio Ganek par le biais de demandes de subventions, par le biais de prestations
par des collectivités, mais également par des entreprises, et un modèle économique, parce que c'est comme ça que j'en parle, il y a un modèle économique qui doit être assuré pour faire vivre une structure associative, et en fait, des salaires. Et c'était ça aussi, on en parlait tout à l'heure, non, on ne demande pas de subvention, parce qu'en fait, on ne peut pas assurer un salaire, on n'a pas envie de se bloquer à devoir assurer un salaire à un moment donné. Et moi, ma question, elle est complètement de l'autre ordre. Je venais de finir un travail, donc j'avais du chômage pendant 2 ans, puis je savais qu'au bout de 2 ans, fallait que je continue à manger, à payer mon loyer. Et on en parlait tout à l'heure aussi, cette question de comment on vit là-dedans. Et donc, j'ai créé également cette association pour me permettre d'assurer une activité salariée pour moi-même en premier, et puis ensuite j'espère que ça rayonnera encore bien plus. Voilà, donc je vais peu parler de projet, mais plutôt de structuration de cette chose. Merci, effectivement, et c'est intéressant aussi au sein de cette table ronde de voir qu'il y a des lieux qui sont vraiment ancrés ou qui étaient vraiment ancrés dans un lieu bien spécifique et qui étaient liés physiquement à ce lieu, leur existence y était conditionnée d'une certaine façon. Des lieux qui ont déménagé du fait du glissement des opportunités, du fait que certaines étaient sur le point de se refermer, qu'il fallait chercher d'autres modalités, d'autres lieux. Et puis Studio Ganek, qui n'est pas un lieu, mais qui apporte du lien, qui est incarné aussi, d'une certaine façon, un peu à l'image aussi de ces collectifs dont on parle autour de la table. Agathe Chevalier, je peux te demander de prendre la suite. Ouais, alors moi j'ai parlé au nom de l'association Polytechnique, donc je vais être voix pendant quelques minutes. Pour être très juste, je vais citer les camarades qui sont à l'écran sur cette magnifique photo de groupe dans cette lumière rouge. Je pense que j'ai pas besoin de les regarder pour les citer, on va faire le test. Était dans l'aventure en 2020, donc Antoine Dojniak, Pierre Alain, Inès Fontaine, Côme Guérif, Flora Gosset-Hérard, Florence Sintès, Yona Simonet, Maxime Chabal, Charles-Arthur Fevrier et Zoé Grant. Je pense qu'on est au complet. Je pense que c'est important de les nommer, parce que même le temps de les nommer, c'est aussi plein de temps symbolique de coordination, de se retrouver. Et en fait, on l'a fait en ligne pendant ce temps très bizarre du Covid. Donc en fait, on est un peu héritier on va dire, on est une conséquence positive de ce truc bizarre. Parce que on s'est dit pendant le Covid, qu'est-ce qu'on fait après notre diplôme, et on a remarqué, chose qu'après on est allé chercher avec l'ENSBA, avec Elie Chanet qui à l'époque était à l'ENSBA. On a fait ce petit travail statistique. On a vu que sur 5 promos qui nous précédaient, il y avait eu 80% d'étudiants et étudiantes, jeunes diplômés, qui, après l'année de diplôme, partaient de Lyon. Alors moi, je pense qu'on peut dire désertaient Lyon. Dommage, parce que quand même, l'école la ville investit énormément d'argent dans cette école. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça une fuite des cerveaux. Je pense que ce serait juste. Ouais, voilà, peut-être plus juste que des cerveaux, c'est vrai. Mais en tout cas, le fait est qu'on l'a déjà dit dans la table ronde précédente, mais qu'il n'y ait pas d'atelier ou de politique d'atelier public, ça a beaucoup ça participe de ça. Et on a voulu directement aller vers un modèle d'autogestion. Donc on a fondé cette association et on s'est mis en tête de trouver un lieu. L'objectif, nos désirs et nos attentes, c'était de mutualiser des outils à la base. D'où notre nom d'ailleurs, Polytechnique. L'ENSBA est si bien doté, on l'espère encore pour très longtemps,
en équipement et en technicienne, que je pense qu'on fantasmait, ce truc de retrouver un peu ce goût-là quelque part. Alors, je vous spoil la fin, mais c'est pas du tout le cas. Voilà. Je pense qu'on doit être le lieu collectif à Lyon qui est le moins bien doté en termes d'équipement. Mais on partage autre chose. Du coup, on se met en tête cette chose et on a d'abord d'ailleurs fait un peu de squat. Mais on n'a pas tenu longtemps parce qu'on n'est vraiment pas des ouvreurs et des ouvreuses, quoi. On était des bleus. On était trop peu dans un endroit trop grand. Donc on l'a refilé à des gens qui en avaient aussi plus besoin, probablement. Et miracle ou pas, l'ENSBA ne forme pas que des artistes. Il forme aussi des gens comme Samuel Mecklenburg, qui est donc élu à la mairie du 4e arrondissement, qui a tout à fait compris nos besoins et qui a fait rencontrer notre projet à l'époque, nos attentes avec ICF Habitat, qui est le bailleur social de la SNCF. Et après des aventures dont je vous épargne les chapitres, on a réussi à obtenir cette ancienne billetterie SNCF qui est boulevard des Canuts, juste à côté de la place des Tapis, en plein Croix-Rousse, quoi. On rêvait de centaines de mètres carrés sur plusieurs étages parce que c'était ça nos inspirations, en fait. Les gens avec qui on s'était mis pendant le Covid en lien, c'était des gens de la déviation à Marseille, c'était des gens de Doc à Paris, des gens qui ont vraiment beaucoup d'espace et on n'était pas loin de les obtenir avec ICF. On se retrouve dans 164 mètres carrés, mais une super belle vitrine. Et ça met un peu, ça condamne notre envie d'accueillir beaucoup plus de jeunes artistes que nous-mêmes, parce que c'était ça l'objectif. Voilà, dans le diapo, il y a les travaux. C'est le moment où on cloisonne l'espace pour éviter au tout début de Monopole. Donc le lieu s'appelle Monopole. En fait, on déménageait toujours nos ateliers pour organiser des expos, puis c'est devenu un peu pénible. Donc on a construit une cloison, on a fait un mini white cube bien dans les normes de l'art contemporain, qui ressemble peu ou prou à un espace comme par exemple la salle de bain ou un tout petit peu plus grand que Bikini. Et voilà. Et malheureusement, on n'est que 8 aujourd'hui résidenteux dans les ateliers. 7, pardon, pour cause d'espace. Mais on sait pas, c'est le début d'une aventure qu'on espère longue, quoi. Voilà. Depuis, juste, je fais c'est pour le mot pour terminer. Il y a une partie de l'équipe qui a déménagé parce que ça arrive, la mobilité, et c'est bienvenu dans un parcours. Et d'autres personnes nous ont rejoints et moi, je suis une vieille croûte de l'association, comme 2 autres de mes camarades, mais on tend à se renouveler vraiment. Donc, c'est la dernière fois que je fais voix pour l'association, bien heureusement. Nos rôles, d'ailleurs, qui tournent chaque année. Voilà, on tend à vraiment renouveler toujours l'équipe. Pardon. Merci. Alors, je vais vous lire, mais rapidement, un texte que m'a transmis Marie Bassano pour la Factatory, puisque la Factatory était aussi invitée à cette table ronde, ce qui aurait apporté encore un petit peu plus de diversité, puisqu'on voit que les projets ont souvent des points communs, mais qui sont tous différents. Voilà, donc quelques mots un peu descriptifs pour parler de la Factatory. Donc, il s'agit d'un programme transversal de résidence d'artistes qui est hébergé au sein d'une architecture modulaire. Ça, c'est quelque chose qui la caractérise assez fortement. Une architecture modulaire mobile et modulable dans l'esprit des préfabriqués de Jean Prouvé. Et là, ce n'est pas Jean Prouvé qui les a dessinés, mais l'architecte Philippe Rizzotti.
Ces espaces, donc des ateliers qui font entre 18 et 54 mètres carrés, fonctionnent comme des lieux de travail mis à la disposition des plasticiens, des plasticiennes, de maîtres d'art, designers, designeuses, architectes, et aussi comme des espaces d'accrochage à l'occasion d'open studio et de restitution. Donc ça, c'est un trait qui est aussi partagé par d'autres Artists Run Space, qui servent à la fois d'ateliers et parfois de lieux pour accueillir des publics. La FACTA se présente comme un laboratoire pluridisciplinaire dédié avant tout à la recherche et l'expérimentation. Elle accueille une sélection de créateurs, créatrices au parcours varié qui occupent les espaces pour des périodes entre 2 et 5 mois. Le programme se déploie à travers 2 formats de résidences complémentaires, des résidences de recherche, sans impératif ni attente de résultats, ça c'est assez important pour être souligné, et des résidences de production menées en étroite collaboration avec des centres d'art partenaires orientés vers la création et la production d'œuvres en vue d'exposition. Donc là, il y a une recherche de moyens en fait, associés pour arriver à produire des œuvres dans ces résidences. La Factatory accueille aussi des workshops en partenariat avec les écoles d'art et au fil des années, le lieu s'est enrichi d'une ressourcerie et d'espaces techniques avec un atelier bois, un atelier métal, céramique et récemment un atelier de photographie argentique. Donc ça, c'est un trait commun aussi avec d'autres lieux dont on a parlé jusque-là qui mutualisent des moyens pour avoir une capacité de production et des outils techniques. Et depuis 2024, la Factatory a emménagé sur un 3e site. Donc là encore, quelque chose qu'on a évoqué rapidement, mais le fait d'être, j'utilise le mot, allons-y, relégué de plus en plus loin dans des espaces encore vacants et qu'on peut investir. Et donc ce 3e site qui se trouve à côté de Gerland. Non, c'est vrai. Alors, j'ai noté beaucoup de choses, mais elles sont un peu dans le désordre, vous m'en excuserez. Il y avait un élément que je trouvais vraiment important, vous l'avez évoqué un peu, mais peut-être vous voudriez revenir un petit peu dessus, c'est l'aspect collectif de certains lieux et des formes de transmission, de savoir-faire, de réhabilitation d'un lieu ou de positionnement institutionnel. Enfin, ces savoir-faire, ils ne sont pas forcément techniques, ça peut être simplement de savoir-faire exister une structure. Et à travers ces collectifs qui se font, qui se défont, on a des individualités qui profitent de ces savoirs, qui les transmettent à leur tour. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous voudriez intervenir. Sur vos expériences personnelles? Oui? Dans la question des transmissions, et ça pose la question des transmissions d'une culture d'un lieu. C'est-à-dire que, les lieux que moi j'ai traversés, que ce soit depuis Friche Hervéy jusqu'à la Friche Artistique Lamartine, c'est des lieux où il y a besoin d'avoir, contrairement à une institution, c'est des lieux qu'on transforme, qu'on modèle. C'est pas une réalité immuable. On a toujours un pouvoir de transformation de l'espace parce que la façon dont les espaces sont organisés, ça a un impact sur notre façon de socialiser entre nous et ça a aussi ça a un impact sur notre façon de créer. Donc c'est un vrai combat de rester actif là-dessus, alors qu'en parallèle il y a une injonction aux normes. On intègre des lieux ERP. Donc établissement recevant du public. Moi, j'étais un ancien pirate à l'époque de la Friche Hervéy. Là, maintenant, je suis chef d'établissement. Je suis responsable sécurité. Et on doit intégrer quelque chose de très schizophrénique. Et en même temps, il me semble que ça peut aussi devenir un terrain de créativité. C'est-à-dire que les questions de sécurité, elles sont liées à des publics qui sont absolument pas autonomes et en capacité de prendre les soins les uns des autres, que ce soit les usagers, mais aussi des publics. Et ça pose la question d'inventer aussi dans cet aspect-là. Un autre aspect de la transmission, il est un peu plus intime parce que j'ai l'impression que nous, actuellement dans la Friche, on traverse un conflit générationnel entre vieux cons, jeunes cons, ou jeune conne, vieille conne.
dans le sens où il y a des cultures de l'action, des cultures du dialogue, des cultures de la façon d'être militant qui sont très différentes. Alors que moi, je viens d'une génération de la confrontation, je vais à la rencontre de la personne avec qui j'ai une problématique ou une tension. J'ai l'impression de me confronter à une culture qui va plutôt gérer la tension par une attitude de cancel, de ghosting. Et c'est très complexe quand on vit dans le même espace et que malgré toutes nos différences en interne, on est considéré comme un nous de l'extérieur. Et ça nécessite un travail de dialogue, comment dire, une pugnacité pour défaire tout ce qui est de l'ordre des constructions mentales, des peurs qui sont pas rationnelles. Et des fois, ça peut être l'opportunité de travailler sur des choses qui sont de l'ordre du trauma intime, mais qui peuvent aussi délier beaucoup d'aisance sociale et enfin, ça peut être un super réservoir pour la créativité aussi. D'accord. Alors, peut-être pour rebondir là-dessus, j'ai envie de vous poser la question aussi, peut-être un peu naïvement. On a souvent la représentation des métiers d'artistes ou de commissaires d'exposition d'ailleurs, comme des pratiques qui sont très individuelles, peut-être même un peu individualistes. Et dans cette représentation, peut-être un peu fausse, on voit émerger effectivement cette idée de travailler collectivement. Alors je dis travailler collectivement à dessein, parce que c'est pas forcément travailler en tant que collectif, mais c'est travailler avec d'autres personnes, un peu plus largement. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire si on vous parle de ça? Est-ce que ça vous envoie du côté peut-être du militantisme, de dire on se met à plusieurs parce qu'on a des positions qu'on pourrait qualifier de politique, on a envie d'agir à plusieurs, ou peut-être de casser aussi des formes d'isolement, non pas simplement par la mutualisation, mais le fait de faire ensemble quelque chose. Est-ce que je peux dévier 5 minutes? Ce qui différencie ma position et celle de mes camarades, c'est que nous, on était conscients dès le départ qu'on allait se casser la figure, que notre modèle utopique était absolument irréalisable, qu'on était face à la marchandisation de toute chose, ce qui s'est révélé, hélas, de plus en plus exact. Et pour répondre indirectement aux commissaires d'exposition, par exemple, nous, on a eu la chance de pouvoir demander à un futur commissaire célèbre, Jean Deloisy, de venir nous faire 2 expositions à base internationale. Donc, il a amené ses gens et tout. Nous, on s'occupait pas de ça. On donnait pas notre avis. Et autre chose je rebondis tout à l'heure sur l'histoire des projets. Ça me fascine, ça. J'avais écrit un petit texte pour Simon, mais projet économique, mais cher, ou économie du projet. Surcharge administrative, manager des projets, point d'interrogation, l'artiste en habit de projeteur, profession, artiste, projeteur, travailleur dans la société néolibérale, entrepreneur en communication artistique, un projet politique, justement, point d'interrogation, diffusion de l'art actuel à travers le projet, aliénation à l'institution, recherche d'argent ou argent de la recherche, et tutti quanti. Donc cette question du projet, moi, elle m'a ramené 50 ans en arrière, où nous, on avait un projet totalement différent, carrément 100%, j'allais dire, politique, ou j'espère au bon sens du terme, quoi. Un contre-projet, plus qu'un projet. Alors un contre-projet reste un projet. Hein. J'ai dévié un peu, mais je voulais. Non, c'était bien et c'était très poétique. Merci. On parlait après tu parlais comment dire, du fait que vous saviez que ça allait se casser la gueule et tout ça. Je pense pas que nous, on ait des étoiles plein les yeux. Je crois que, en tout cas, je vais parler de sumo, de mon expérience. La question était surtout de pouvoir vivre quelque part avec des personnes qu'on apprécie.
d'autres peut-être moins, mais des médiations sont possibles. Tu vois, tu parlais des problèmes, mais il y a toujours des médiations possibles. En vrai, je suis pas un mauvais médiateur, par exemple, je pense. Mais je crois pas qu'en fait on ait un projet précis. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois pour Sumo, mais l'idée, c'est de stabiliser un lieu pour y travailler et y vivre à un prix décent, dans des conditions parfois difficiles. Mais surtout de s'entourer de personnes en fait qui nous sont plus ou moins chères, mais avec qui on a envie de perdre du temps en fait. Et c'est là où tu parles de professionnalisation, de projet. Pour Sumo, en tout cas, je crois que l'idée était absolument pas d'essayer de mettre en place une identité visuelle pour identifier le lieu. Oui, mais ça c'est un kiff personnel, je pense, parce qu'on bosse avec des graphistes qui sont doués, que ça nous fait plaisir de mettre en avant une imagerie, tu vois, qui dit quelque chose sur le lieu. Mais moins à dessein d'être, je sais pas, d'obtenir des bourses, des aides. Plus... Ouais, il y a ça, mais je pense qu'il y avait vraiment aussi cette envie de faire des choses à plusieurs, en fait. Quand on sort de l'école, c'est ultra dur. Moi, la première année, ça a été vraiment un crève-cœur, c'est-à-dire que tu te retrouves en coloc, tu n'as plus d'atelier, tu n'as plus de vie d'atelier, tu as un boulot alimentaire qui te fait chier, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Et c'est vrai que des lieux comme ça, je trouve, sont salvateurs. Ils l'ont été pour moi et je pense pour plein de gens qui sont passés par Sumo, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés par Sumo. Et je pense que moi, ce que je retiens de ce lieu, c'était moins l'idée d'un projet, justement, si, pour montrer le travail, le produire, mais c'était, je crois, il y avait une idée de l'amitié qui était importante pour moi dans ce lieu, en fait. Ça, c'est vrai qu'on en parle rarement, en fait, sur les artistes Run Space. On regarde des fonds blancs avec des expositions collectives. Je trouve que la partie vraiment humaine et amicale, enfin, moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce lieu, quoi. Oui, super rapidement, mais parce que je rebondis, je suis hyper d'accord. En fait, quand je rigolais qu'on est vachement peu outillé à Monopole, c'est parce qu'on s'est aperçu au bout de, du coup, 4 ans, là, 4 ans et demi, que l'intérêt de notre mutualisation, elle était plutôt de faire commun et de retrouver un truc que moi je connaissais du salariat, qui est le bonheur de parfois partager un café à la machine à café avec ses collègues, de discuter et des dossiers ou pas du tout de ce qu'on a fait ce week-end, etc. L'espèce de vie de collègues, d'avoir un environnement professionnel soutenant, surtout dans justement les quelques années qui suivent le diplôme, où on est quand même assez vulnérable, quoi. Et ça a fait vachement, ça a été le point fort, beaucoup plus que la visibilité. Pardon que je l'ai pas dit, mais à Monopole, il y a cette petite espèce d'exposition. On accueille plein de trucs qui sont aussi pas des expositions, dans ce qu'on appelle des programmations périphériques. Bref. Mais du coup, faire commun là-dessus, et ça a été finalement, je pense que c'est ce qu'on partage le plus pour nous, quoi. Enfin, le bénéfice. Oui, puis je pense que nous, en fait, on n'a pas vécu une sortie d'école de manière légère, et qu'il y avait une forme d'urgence, mais très matérialiste et pragmatique, pour rester, ne serait-ce que dans cette ville. Il n'y avait pas d'espace disponible. Nous, on est arrivé à Lyon après l'an 2000. Enfin, moi, quand je suis arrivé, on me parlait du Pesner, on me parlait de grands squats. Nous, c'était déjà, il y avait une volonté municipale d'éradiquer en fait ces espaces de liberté et d'utopie, hérités aussi de tes initiatives. Voilà, cet aspect-là, en fait, il nous a été retiré. Et pour revenir sur le deuxième aspect dont tu parlais, Olivia, oui? D'accord. Pardon. Je vais reprendre. Si tu veux reprendre, oui. Par rapport à l'aspect de communication, en fait, voilà, nous, on a connu aussi une ville qui avait commencé activement à gentrifier par rapport au foncier, mais on a aussi connu une évolution. Voilà,
dans les présentations qu'on a eues du Cap Saint-Fond ou de Vénissieux, en fait, c'est aussi une génération où les artistes créent des centres d'art. Nous, c'était hors de propos d'avoir des interlocuteurs qui nous donnent une chance de créer des structures de cette importance. Donc, on a plutôt essayé de survivre pour tisser du lien, pour rester dans ce tissu urbain. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est sur aussi, avec Internet, les réseaux, dans une attractivité nouvelle des périphéries ou même des zones rurales pour créer des projets qui peuvent être utopiques ou avec une légèreté ou du contre-projet. Mais c'est vrai que le centre-ville de Lyon, c'est devenu... là, je ne sais plus, à un moment, on parlait de la Factatory, qui a commencé à Jean Massé, qui était plus vers entre la Fourrière et la déchetterie ensuite, maintenant au stade de Gerland. Et donc, de mon expérience, en fait, il y a pas mal de lieux qui ont fermé pour des raisons en fait, de perte de locaux. Simplement, on n'avait plus la possibilité de retrouver, ou sinon, soit il fallait un pas de porte, et dans ce cas-là, les interlocuteurs tutelle publique s'y refusaient de donner de l'argent à un privé pour qu'une asso puisse commencer. Et en même temps, c'est très compliqué avec les élus en fait, nos interlocuteurs qui ont la compétence en art plastique, en art visuel, n'ont pas du tout la main sur les départements qui ont le foncier. Et donc, pour s'y retrouver, il y a aussi le fait que voilà, on n'était pas formé en école d'art, on devait se confronter à ces réalités-là, alors qu'à l'époque, il n'y avait rien en professionnalisation. On ne savait pas ce qu'était un numéro de SIRET. Enfin, si on s'adresse à notre champ professionnel, on est nul, on est minable par rapport à ça. Et en même temps, on était très demandeurs de s'y confronter. Donc, on s'y est tous pris d'une manière assez maladroite. Voilà, savoir s'équiper techniquement des outils qui nous étaient complètement disponibles. Faire une exposition, c'était prendre le monte charge. Produire une pièce, c'était aller dans la cour. Dans l'école, tout était là. Et donc, on a dû se confronter à des choses qui sont peut-être pas très sexy, mais qui étaient impératives pour maintenir notre activité ou en tout cas la développer. Et dernière chose, par rapport à l'aspect communication, il y a aussi en fait des nouveaux acteurs. C'est-à-dire, nous, on n'est plus là pour créer des centres d'art, mais par contre, peut-être pour repenser des nouveaux outils de médiation, d'accueil, de législation et notamment de communication. Parce qu'en fait, les designers graphiques sont aussi des créateurs. Et en fait, on ne s'adresse pas à eux pour faire de la réclame ou du spot publicitaire. C'est juste que ça fait partie des outils qui nous ont formé l'œil et qu'on est beaucoup moins réticent à aller dans les arts appliqués ou voir les arts vivants et que notre approche elle est beaucoup moins strictement dans le champ des plasticiens. Moi, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais par rapport aux jeunes connes et aux vieilles connes et les différences de génération. Et tu renchérissais sur ça en disant mais on vit des choses différentes. En effet, les époques, elles changent. Mais au départ, je pense qu'il y a une idée des communs qui, j'ai l'impression, peuvent aussi nous rassembler, de partager des communs. Et on l'a évoqué et on l'a touché du doigt et on l'a presque aussitôt repoussé, il me semble, quand on a préparé cette table ronde, c'est l'idée des communautés, de faire communauté. Est-ce que ces structures qu'on tente de faire vivre, j'ai envie de dire, ou qu'on fait vivre avec beaucoup de foi et d'énergie, et qu'on fait vivre réellement, parce que je pense qu'on les fait toutes et tous vivre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de faire communauté? C'est une question ouverte. Oui. Oui, c'est un mot qu'on a évoqué effectivement et qui a fait débat. Il y avait le mot cercle qui avait été dit aussi, il y avait cette idée de commun. Moi, je te rejoins sur cette notion-là. Par rapport à la friche, par rapport à sa taille, par rapport à la diversité de ses pratiques, parce que je ne parle dans ce cadre-là que d'art plastique, mais on a des pratiques d'artisanat, d'audiovisuel, de musique, de spectacle vivant. Donc, en tout cas, moi qui suis curieux, qui suis investi, parce que je me sais très dépendant d'un espace de liberté sur une terre lyonnaise. Et j'en ai pas beaucoup d'autres. On propose des lieux à une forme de, entre guillemets, soumission culturelle où
à une logique de consommation relationnelle. Donc, je suis obligé de défendre ça parce que c'est une histoire de sentiment de liberté. Je ne sais pas si c'est réel, mais je peux parler de sentiment. La taille de nos lieux et l'identité de nos lieux, parce que ça m'amène à percevoir quelle est la réalité d'un plasticien qui est un acteur seul face à son travail et face à ses interlocuteurs, qui a une dynamique complètement différente des gens qui travaillent en collectif dans un groupe de musique ou dans une compagnie de danse ou une troupe de théâtre. Ça nous amène à concevoir la diversité des réalités et on a souvent beaucoup d'évidence quant à comment l'autre communique, comment il peut percevoir une réalité. Et je pense que en tant que friche, par rapport à la taille et l'histoire de notre expérience, on a peut-être une orientation, on pourrait parler de destin, je ne sais pas quoi, d'être quelque chose de l'ordre entre les notions de commun, d'urbain et de culturel. Et je me dis qu'on devrait créer plus de temps entre nous, entre structures, pour trouver des consensus de commun, c'est-à-dire quels sont les trucs sur lesquels on a à se battre ensemble, tout en faisant aussi des consensus de différents, c'est-à-dire qu'il y a des trucs sur lesquels on ne se retrouve pas, mais c'est OK. Et pouvoir peut-être faire masse critique. Je pense qu'on a besoin de créer une politique du foncier, parce qu'on a besoin d'avoir des lieux qui soient entre 2 et 6 euros pour pouvoir créer dans la durée, faire des expérimentations, de s'autodéterminer esthétiquement, d'essayer des choses, de traverser par des étapes d'échec et d'arriver à quelque chose qui est entre guillemets bankable ou en tout cas dans une forme qui devient acceptable. Et il y a besoin de temps, il y a besoin d'espace et de liberté pour dépasser toutes les limites que toutes les crises qu'on a traversées nous imposent comme limites silencieuses, des formes d'autocensure, de c'est pas possible, de on n'y arrivera pas, ça va pas marcher. Et je me dis que autour de cette notion de l'étudiant isolé qui sort de l'école, peut-être qu'entre structures, on peut créer cet espace-là et avoir un poids. Et en tout cas, c'est l'expérience qu'on a vécue en tant que friche. C'est-à-dire que c'était la masse qui nous rendait comme interlocuteurs incontournables. Et peut-être qu'on n'a qu'à le faire et on ne doit pas attendre que quelqu'un nous le propose. Parce que ce qu'on a à faire ensemble, c'est quelque chose de spécifique, une alchimie entre nous. Et qu'est-ce qu'on attend pour ça, quoi? Alors, je me tourne vers les organisatrices du colloque. Je ne sais pas, est-ce qu'on propose à la salle de poser des questions, si on peut s'accorder ça? Rester jusque-là, donc en effet, ça me plaisir de partager la parole. Oui, bravo merci. les courageux. Parce qu'on a pas mal de personnes qui sont aussi Oui. de Sumo, notamment, Ouais. peut-être d'autres des collectifs, la MES, on en a parlé tout à l'heure. Si jamais vous avez envie de partager, ou si vous voulez qu'on aille boire un verre tout de suite, parce que vous avez Ah non, pas tout de suite. c'est aussi possible. Mais, voilà. Moi, je peux juste dire un truc, Oui, pardon. justement, parce qu'il y a plein de générations différentes dans cette table ronde. Et c'est sûr, et à la fois, justement, on terminait sur, là, à l'instant, sur faire commun et tout. Moi, je sais que j'aurais pas pu penser Polytechnique ou Monopole avec mes camarades si j'avais pas, à 17 ans, été à la friche Hervé. Et c'était ma première expérience dans une friche. J'étais en train de passer mon bac. C'était incroyable. C'était absolument magique. Bon, j'ai pas fait ça tout de suite après, parce que je suis rentrée à la fac, j'ai pas fait des études d'art tout de suite, etc. Mais du coup, là, ça fait 22 ans, c'est ça? 25? Et donc, c'est hyper, pour moi, c'est parce que du coup, je le sens somatiquement, quoi. Enfin, c'est hyper beau de me dire que
J'ai pas passé beaucoup de temps à la friche. J'étais à Caribde et j'ai fait le tout premier ADN, ce qui est complètement autre chose aujourd'hui. Enfin, voilà. Mais en tout cas, de se dire que cette culture-là, elle remonte complètement d'une autre manière, mais en tout cas avec un désir quelque part, d'une autre forme, peut-être dans ce projet-là, autre à Polytechnique. Non, et c'est pas le même. Mais il y a une idée de la mutualisation et de prendre des espaces qui est, alors on l'a pas pris, celui-là on l'a pris de manière légale à Monopole. Mais il y a ça et de se dire que des fois on sème des choses, même sur des individus qui sont juste bénévoles une fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, et de ces boucles qui se créent, quoi. Parce qu'en fait, on alimente une culture qui perdure et qu'on espère longtemps. Voilà. Merci. Tu veux les pisser, c'est ça? Elle a prostate, moi j'ai 73 ans, j'ai pas 20 ans comme lui. Il y a une question. Ah, moi je voudrais remercier le musée pour avoir pu parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Donc, je vois, j'ai des vieux amis là, et Madame Chevalier a souligné la multiplicité des âges autour de cette table, et j'espère qu'on est toujours tous dans la même famille et on a toujours tous les mêmes liens, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de la corde de Tim Ingold qui se tresse 50 ans durant et peut-être encore plus tard. Et puis on a dit écosystème, paysage, et on a une question ou une intervention. Julie? J'ai une question pour Benjamin. Je voulais savoir, Benjamin Collet, je voulais savoir si le Wonder aurait pu exister à Lyon. Est-ce que ce modèle pourrait exister à Lyon? Parce que si j'ai bien compris, le Wonder, c'est un véritable pôle technique, c'est un véritable lieu de résidence, c'est un véritable lieu où il y a des ateliers au quotidien. Voilà, des résidences à la fois de curateurs et d'artistes. Je ne saurais pas te dire si ça aurait pu exister à Lyon. J'ai l'impression que ça existe à Lyon, mais de manière, comment dire, disparate. Lamartine, en partie, pourrait être une définition du Wonder, Monopole également. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez choisi de le monter à Paris. Mais parce qu'on parlait mais c'est parce que en fait, malheureusement, à Lyon, c'était très compliqué. Alors, je ne suis pas parti à Paris uniquement pour ça. J'ai eu une opportunité d'avoir un atelier là-bas, donc j'y suis allé. Parce que ça faisait une douzaine d'années que j'étais à Lyon, que j'avais envie de voir autre chose. Mais un lieu comme le Wonder à Lyon, en fait, il y a la possibilité, mais il faut quand même un minimum que les pouvoirs publics l'accompagnent, en fait. Ça, c'est indéniable. Ce que je disais tout à l'heure sur les subventions, par exemple, qu'on n'était pas friand. Bien sûr qu'on est friand d'en avoir parce que ça nous aide ponctuellement, mais on n'est pas friand d'en dépendre pour le fonctionnement. Mais mine de rien, le foncier, à 2, 3, 4, 5, 6 euros du mètre carré, on peut l'avoir que parce que les pouvoirs publics, nous en l'occurrence Bobigny, c'est LFI, voilà quoi, en fait, ils nous aident en fait. Donc, et à Lyon, je trouve que ça a toujours été très compliqué auparavant, en fait, on l'a vu. Comme disait Simon, quand on est arrivé, on ne faisait qu'entendre parler du PSNR, de tous ces lieux en fait qu'on avait eu envie de connaître et qu'on n'a jamais pu connaître parce que la ville avait mis à sac en fait ces lieux de vie en fait. On a connu Grande Zéro tout de même. Mais Grande Zéro qui existe toujours. Grande Zéro était une bouffée d'air frais de fou. Mais Lamartine, moi j'ai connu aussi. Je pense que ça a fait des petits ces lieux-là. Mais c'est compliqué à Lyon, je pense. C'est possible, mais ça demande beaucoup d'énergie quoi. Je voudrais dire quelque chose. On entend, ouais. Plus proche. Là, on est en train de parler de Lyon-Paris. On a parlé aussi de Lyon, de plus en plus loin à Lyon, la relégation, tout ça. Et je trouve que Simon, tu as dit quelque chose de super important. Tu as parlé de ruralité. Il y a vraiment des lieux en ruralité qui font des choses depuis longtemps. Il y a vraiment des... Comment ? Ouais, voilà, ouais.
Mais c'est vrai qu'il faut vraiment insister. Historiquement, il y a vraiment des lieux qui sont importants et c'est aussi une possibilité en fait. Ça veut peut-être dire aussi une manière de fonctionner en tant qu'artiste différente. Et tout à l'heure, dans la précédente table ronde, Laurence Catala a parlé du modèle un peu unique d'artistes développé dans les écoles d'art. Il y a peut-être aussi d'autres manières de travailler. Il y a plein de manières possibles en fait. Et elles peuvent se passer sur des territoires différents. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le dire aussi, parce que c'est une possibilité importante pour l'avenir, pour toutes les personnes aussi qui arrivent dans le travail de l'art, et puis pour toutes les personnes qui sont déjà. Je ne sais pas si vous travaillez avec des lieux comme ça déjà, mais il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent vraiment plus loin que Lyon, mais aussi en lien avec Lyon, en lien aussi avec l'école des Beaux-Arts. Il y a des gens dans l'école des Beaux-Arts qui viennent de la ruralité, en fait. Et souvent, ça a longtemps été un problème, en fait, de ne pas être de cette culture urbaine, etc. Donc, je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que la culture n'est pas que urbaine. Ouais, c'est important. C'est important de dire que la culture n'est pas que urbaine depuis longtemps et que aussi bien dans les initiatives que dans les modèles aussi qui sont diffusés et transmis dans les écoles, par exemple. Il y a tout un pan qui manque encore quand même, je crois. J'ai envie de réagir à ce qui a été dit. Il me semble qu'on doit s'autoriser à changer d'échelle. Je veux dire, Lyon est une métropole. Si on ne perçoit les choses que dans le spectre de la ville-centre, qui est déjà saturé, la Croix-Rousse est saturée, beaucoup d'arrondissements sont saturés en termes de lieux de visibilité. Je pense qu'on doit s'offrir la possibilité d'imaginer des lieux de production avec des espaces plus vastes, sur Saint-Fond, Vénissieux, Vaux-en-Velin, et peut-être trouver des articulations entre production sur les périphéries, parce qu'il y a besoin de grands espaces, et des coordinations avec des lieux qui sont plutôt sur le centre-ville, parce qu'ils offrent une meilleure visibilité, et que c'est peut-être des choses au moins à expérimenter. Peut-être que ça se cassera la gueule, mais ça pourra toujours être un process formateur pour d'autres formes dans le futur. On n'en a pas parlé, mais il y a la MEDS, par exemple, qui est à Oulin-Pierre-Bénite. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose. Enfin, je ne sais plus comment l'appeler, PB City aussi. Enfin, tu vas nous dire. Mais la MEDS, c'est Alice-Marie Martin qui intervenait précédemment, qui en a un peu parlé, parce qu'on est ensemble dans cet atelier. Et c'est vrai que moi je l'ai connu, peut-être 2 ans après sa création, je suis rentré en résidence là-bas. Enfin, c'est devenu mon atelier. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu réticent parce qu'il n'y avait pas de métro à Oulin. Et pour moi, c'était loin. Il y avait, en fait, la perception de l'échelle de la ville, elle évolue très vite. Et le centre-ville pousse, grandit. Et en fait, je pense que la plupart des gens ont moins d'appréhension pour sortir des villes, pour aller vers des lieux culturels qu'on pourrait dire estampillés, contemporains. Et donc j'ai vu ça, mais c'est vrai qu'il y avait cette idée d'attractivité où on a commencé à organiser des expositions dans les ateliers aussi pour faire découvrir nos propres espaces. Et donc c'est un piège qui existe pour pas mal de lieux, c'est qu'à un moment, voilà, on range trop systématiquement les ateliers pour faire des expositions. Et puis il y a eu une époque où pas mal de lieux en fait ont été sollicités par la DRAC et c'est devenu clairement des assos qui proposaient des expositions. La DRAC était très contente, mais en fait, les acteurs cessaient d'être créatifs. En fait, ils devenaient des acteurs culturels dans le champ de l'art contemporain qui se professionnalisaient. Et la MEDS, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est en périphérie, on a un grand espace et ça a permis, comme à Monopole, en fait, de créer une partition pour qu'il y ait un espace d'accrochage de projets. C'est là où il y a eu Zizi Studio, en partie PB City, qui est beaucoup plus tourné vers l'extérieur et l'urbanité. Mais c'est vrai que c'est un effort qu'on a connu, la centralité d'une école d'art très bien placée, en fait, de changer de paradigme, mais de s'intéresser justement à des lieux moins concentrés pour développer son activité. Et pour revenir sur cette question de périphérie,
Si on met en perspective, politiquement, c'est assez triste. Moi, j'ai connu, en fait, il y a 20 ans, 25 ans, en fait, il y avait une hypercentralisation des structures. Donc, Bikini, déjà dans le 7e, à l'époque, c'était assez loin du centre. Et moi, je regrette d'un point de vue plutôt politique, parce que même s'il y a des structures qui ont gagné en espace, par exemple la BF15, qui est un lieu magnifique, mais quand même, il y a une époque, c'était sur la place des terreaux, la place de Buren, en face du musée des Beaux-Arts. Et j'ai connu aussi les quelques années où il y a eu le rectangle place Bellecour. J'ai connu la trappe couleur dans une mairie. Maintenant, elle est dans une cité, à la Duchère. La Factatory, qui était Jean Massé, maintenant c'est vraiment... Enfin, il y a une époque, c'était près de la déchetterie. Maintenant, c'est encore un peu plus loin. Et en fait, ce constat, on peut le faire pour beaucoup. Et donc, c'est là où je me positionne de manière générationnelle. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on a assez mal vécues à cette époque-là, parce qu'on devait faire le deuil d'être dans des endroits attractifs. Et je pense que la nouvelle génération n'a pas du tout ce rapport-là et peut-être plus enthousiaste d'aller défricher dans des nouveaux territoires et de faire le deuil, en fait, d'être bien positionné. Nous, qu'on a eu la chance d'être soutenus par la DRAC, mais c'est notre seul soutien, on est une microéconomie à Bikini. En fait, c'était Ah oui, je peux dire, en fait, Bikini, on fait 5 expositions par an, on a 5 000 €. Donc, il faut payer le loyer, défrayer. Donc, moi, dans le sens où on le vit mal, moi, je le vis mal, c'est que je peux pas m'adapter en fait aux nouvelles problématiques de rémunération des artistes, et ça m'interroge des fois sur le maintien simplement de l'activité, parce que ça met dans une position horrible. Et moi, j'ai toujours été bénévole, je le resterai toujours, et je suis un fervent défenseur du fait de faire avec peu, mais je suis solidaire de ces questions-là, mais je constate que ça crée aussi un effet pervers, c'est-à-dire que les structures n'ont pas plus de moyens. Et en fait, ce qui était des budgets de production corrects sont dissimulés en honoraires sur lesquels on paye des charges, alors que ça couvre même pas nos frais de production. Et donc, moi, je préfère défrayer correctement les personnes plutôt qu'être dans quelque chose de complaisant et faux, parce que je vois très bien comment ça fonctionne et que si je filais 500 € d'honoraires, en fait, ça partirait dans des billets de train, ça partirait dans des per diem. Et il y aurait 17% pour l'URSSAF, voire plus. Donc voilà, il y a un changement de paradigme où je pense que la jeune génération va inventer des formats assez salutaires par rapport à ces questions-là. Moi, je suis un peu fatigué, alors je vais aller faire pipi. Mais avant, dans les années 80, il y avait un groupe qui s'appelait En attendant les barbares. Et je pense que ces 2 jours ne doivent pas nous faire oublier que les barbares sont de plus en plus près et que ça commence à sentir vraiment mauvais en Europe et dans pas mal de pays. J'espère que toutes nos tentatives, tous nos boulots pourront métaphoriser, pourront s'opposer ou proposer autre chose que ce qui nous attend sur la tronche, quoi. Voilà. Merci. Je crois qu'on arrive un peu... Juste, je voulais citer quelques lieux qui ont disparu, mais voilà, je voulais remercier les structures qui ont existé ces 10 dernières années ou 20 dernières années, qui ne sont plus là. Donc Sunset Résidence, le stand Petit Bassin à la Friche, l'Œil de Bœuf, qui était rue des Capucins. C'est ça? Non, rue Lénaud, pardon. Table d'hôtes, qui était une structure, un dispositif super de table itinérante. Interiors and Collectors, qui ont déménagé. Fondation Tacchini, qui est encore actif, mais qui a des préoccupations qui font qu'il y a peu. Et on parlait de Grande Zéro, c'était le chantier public. Voilà. Qui était un lieu de résidence hyper actif, enfin en tout cas quand nous on est sortis d'école. Et puis une petite pensée pour Snap Project qui a essayé le modèle de la galerie, alors que c'était vraiment pas un artist run space, c'est une galerie, mais c'était tenu par un artiste. Et voilà, c'est des gens qui ont clairement énormément participé à la scène lyonnaise. Et encore merci pour le travail d'Adèle qui fédère toutes ces initiatives de membres qui rentrent et qui sortent. Et Néon. Et la MAPRA, bien entendu. Et voilà, si vous pensez à d'autres structures...
Alors, merci beaucoup. Alors, on a utilisé le mot paysage, écosystème. Bon, on va proposer un troisième mot. Je vous propose porosité. C'est pas un très joli mot, mais en même temps, je trouve plutôt adapté à cette table ronde où en fait on voit que les choses sont interdépendantes. Qu'en tant qu'acteur, actrice dans ce paysage ou cet écosystème, on est aussi interdépendante. On s'apprend des choses. Et je l'espère, du coup, on se soutient. Il y a aussi ces partages que vous avez fait tout à l'heure très intimes. C'est intéressant de l'entendre aussi, de ne pas avoir une présentation qui est uniquement institutionnelle, on pourrait dire, ou qui reprend les codes de l'institution, mais qui est une présentation où on parle aussi de soi, de sa sortie d'école, de nécessités qui vont au-delà d'histoires de mutualisation, de mètres carrés ou de choses comme ça. Sur toute cette dimension humaine, je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un tout petit mot pour vraiment clôturer. Merci à tous et toutes d'être restés jusqu'à si tard ce soir. C'était une très belle performance.